Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Bonjour à tous et bienvenue dans cette matinale d'infos spéciale de Territoire d'info sur Public Sénat Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, nous recevons pendant 1 heure et en direct Emmanuel Macron. Bonjour et merci d'être avec nous Emmanuel Macron. Personne ne l'ignore, vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Pour vous interroger à mes côtés ce matin, eh bien, dans cette première partie, 3 représentants de la presse quotidienne régionale. Jean-Pierre BDI de la Dépêche du Midi. Bonjour Jean-Pierre, merci d'être avec nous. Bonjour. La Dépêche du Midi retransmet sur son site ladépêche.fr aujourd'hui cette émission en direct. Merci d'être sur ce plateau. Hervé Favre de La Voix du Nord. Bonjour. Hervé. Merci d'être avec nous. Et Nathalie Moret du groupe EBRA, c'est-à-dire tous les journaux de l'Est de la France, qui représentent le Dauphiné, mais aussi le Progrès de Lyon. Vous connaissez bien ce groupe de presse Emmanuel Macron. Pour être tout à fait complet, sachez Emmanuel Macron que Territoire d'info est retransmis sur les chaînes TNT locales et régionales, dans tout l'Hexagone, sur les sites internet de la presse quotidienne régionale, les 25 titres partenaires, et sur les 9 antennes de TV5 Monde, notre partenaire pour les Français qui vivent à l'étranger, et vous le savez, qui s'intéressent de près à cette élection présidentielle à quelques jours du premier tour. Merci d'être avec nous ce matin, je sais votre agenda très chargé. Première question d'actualité, votre réaction à un incendie a ravagé cette nuit le camp de migrants de Grande-Synthe, qui a été réduit en cendres. Il se voulait un abri exemplaire pour les migrants rêvant de passer en Angleterre. Votre réaction sur cet incendie? On sait les grandes difficultés d'abord du camp qu'il y a eu à Calais et qui a été ensuite démantelé aujourd'hui de Grande-Synthe, qui en effet était considéré comme exemplaire. Moi, je veux rester très prudent à ce stade parce qu'on n'a pas toutes les informations, en particulier sur les causes de cet incendie. Il semble que ce soit des règlements de compte, en effet, entre différents migrants. Donc là-dessus, moi, j'attends que le ministère de l'Intérieur s'exprime. Mais ça montre combien, de toute façon, ces situations, qui sont des situations extrêmement précaires, le camp où des migrants attendent les autorisations, parce que ce sont la plupart du temps des demandeurs d'asile pour le territoire britannique, reste extraordinairement compliqué. Moi, je l'ai dit, dans le cadre du Brexit, je souhaite d'ailleurs que cette situation, elle soit remise sur la table et redépliée avec la Grande-Bretagne. Il n'y a pas de solution évidente, on se souvient très bien de Sangatte avant les accords du Touquet. Mais on voit qu'aujourd'hui, compte tenu de la pression migratoire, on ne peut pas durablement avoir des campements de migrants tels qui se sont constitués ces derniers mois, voire ces dernières années. Merci. Dans la deuxième partie de cette émission, Emmanuel Macron, Michael Zamès et Véronique Jacquet vous interrogeront sur les questions de politique nationale et internationale. Tout de suite, on va parler emploi, travail, formation, puis on abordera les questions régaliennes, puis la santé. Tout de suite, on va démarrer avec Jean-Pierre BDI de la Dépêche du Midi sur les questions liées au travail. Jean-Pierre. Oui, alors selon un sondage Odoxa, les Échos publié ce matin, les Français jugent que c'est vous qui avez le meilleur programme économique. Bon, alors jusque-là, tout va bien pour vous, mais c'est ensuite que ça se complique. Car les Français, à une écrasante majorité, souhaitent une rupture avec la politique économique de François Hollande, mais ils jugent que c'est vous qui vous inscrivez le plus dans la continuité de cette politique. Alors, les Français sont-ils schizophrènes ou bien est-ce que vous n'avez pas réussi à présenter un programme économique suffisamment identifiable à force de vouloir ménager la gauche et la droite? Non, d'abord, je ne cherche pas à mélanger la gauche et la droite. Je l'ai toujours dit, puisque un programme économique, il marche ou il ne marche pas. Là-dessus, il faut être pragmatique. Et après, c'est aussi une question de perception, de savoir s'il y a un élément de continuité ou de rupture. Il y a des éléments de continuité. Pourquoi? Parce que durant le quinquennat qui vient de s'achever, et moi-même, quand j'ai été 2 ans ministre, j'ai porté cela, il y a eu un tournant en faveur d'une politique de l'offre qui est indispensable. Et là-dessus, il y a beaucoup de simagrées dans notre vie politique nationale. Et malheureusement, c'est cela aussi qui, je crois, nous cause beaucoup de tort, lorsque la droite ne veut pas reconnaître que ce qui a été fait pour partie, d'ailleurs, sur ce sujet dans ce quinquennat, c'est ce qu'elle aurait voulu faire et qu'elle n'avait pas fait. Et la gauche elle-même, quand elle a combattu la fameuse TVA sociale, l'a en fait refait avec le CICE. Donc, nos concitoyens sont plongés dans un jeu de dupes absolument terrible. Bon, à la fin des fins, de quoi a-t-on besoin? Si on veut créer des emplois, il faut des entreprises qui embauchent. Moi, je ne connais pas d'autre solution pour cela, en tout cas afin de créer des emplois durables dans une économie. Et c'est pour ça d'ailleurs que je m'oppose et au programme de Mme Le Pen et au programme de M. Mélenchon à cet égard, puisque eux proposent la création spontanée d'emplois ou la création par l'argent public. Donc une fois qu'on a dit ça, on doit avoir une politique qui baisse les charges des entreprises et qui incite ces dernières à davantage investir et embaucher à travers une baisse de l'impôt sur les sociétés. C'est la trajectoire financière que je propose, en baissant de 6 points les charges de toutes les entreprises, 10 points au niveau du SMIC, et à ramener l'impôt sur les sociétés à 25%. Puis à côté de ça, on a besoin d'avoir un droit du travail beaucoup plus souple, c'est-à-dire adapté aux contraintes du terrain.
C'est ce qui n'a pas été fait durant le quinquennat qui s'achève et sur lequel je propose d'aller beaucoup plus loin. Et c'est là où il y a un premier élément de rupture, partagé avec d'autres candidats, c'est-à-dire de renvoyer aux accords majoritaires d'entreprises ou de branches pour fixer les bonnes règles, parce qu'une entreprise, selon qu'elle a 15 salariés ou 500, n'a pas les mêmes contraintes, et selon les secteurs non plus. Sur la question des charges, Emmanuel Macron, le quinquennat qui s'achève, a commencé avec le CICE, Crédit d'impôt, compétitivité, emploi. Aujourd'hui, on s'oriente vers la baisse des charges. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu finalement partir beaucoup plus tôt sur ce dispositif beaucoup plus identifiable? Si, mais il ne vous a pas échappé que quand j'ai été ministre, c'est ce que j'ai défendu. Donc là-dessus, je suis cohérent. Simplement, ça n'a pas été fait pour des raisons de contraintes budgétaires et parce que le gouvernement a voulu tenir un dispositif qui avait été engagé en 2013. Mais je pense que c'est à la fois plus clair et plus juste parce que le CICE ne bénéficie qu'à ceux qui payent l'impôt sur les sociétés. L'allègement de charges bénéficie à tout le monde et est perçu comme durable. Bon. Après, il y a un dernier... Ce qu'on reproche au CICE, c'est aussi de bénéficier à des entreprises qui finalement ne sont pas confrontées à la compétition internationale. Mais ça, vous savez, vous l'aurez sur tous les allègements de charges. Ne nous trompons pas, hein. Là, en France, on a toujours ce débat. On voudrait que ça ne bénéficie qu'aux petites entreprises. Puis après, on se dit qu'il y a un effet de seuil. Quand on grandit, on le perd. On voudrait que ça ne bénéficie qu'aux entreprises qui travaillent en France. Mais enfin, c'est très compliqué parce que cette entreprise, elle peut être fournisseur d'une entreprise qui est à l'international. Si c'est un allègement de charges, ça vaut pour toutes les charges. On ne peut pas le conditionner. Jean-Pierre Belley. Dernier point sur l'emploi qui est un élément de rupture dans la politique que je propose et qui est très important, c'est la réforme en profondeur de l'assurance chômage et de la formation professionnelle. Et ça, on ne l'avait jamais fait, c'est fondamental. Oui, je voulais juste revenir sur le droit du travail que vous voulez réformer par ordonnance. Est-ce que ça ne signifie pas que vous allez vous exposer à beaucoup de difficultés parce qu'il n'y aura pas de dialogue social à ce moment-là? Non, le dialogue social, ce n'est pas forcément la même chose que le dialogue parlementaire. Je propose qu'il y ait une concertation accélérée en début de quinquennat et sur ce sujet-là, qu'on fonctionne par ordonnance pour le faire durant l'été. Pourquoi? Parce qu'il y a besoin d'un choc de confiance, d'une vraie accélération, d'une détermination à l'épreuve. Et parce que nous avons besoin de faire passer cette réforme pour que les premiers effets s'en fassent sentir assez rapidement. Donc il y aura un dialogue social dès le printemps-été, mais derrière, je demanderai à ce que le Premier ministre sollicite par un projet de loi d'habilitation l'autorisation au Parlement de procéder par ordonnance, parce que c'est plus rapide et efficace sur ce sujet. Par contre, le temps sera pris durant l'automne pour la réforme de l'assurance chômage et de la formation continue et un temps de concertation plus long encore sur la réforme des retraites. Alors, il y a un point qui étonne un peu dans votre programme sur l'indemnisation du chômage, c'est que vous voulez qu'elle soit finalement universelle, y compris pour des personnes qui démissionnent. Est-ce que l'assurance chômage, qui est aujourd'hui en difficulté financière, peut supporter de nouvelles charges? Mais parce que j'en propose une réforme profonde du financement et de la philosophie. Notre assurance chômage, comme vous l'avez dit, c'est une assurance. Ça a deux défauts. Le premier, ça veut dire que ça ne touche que les salariés. Ce qui est une vraie injustice parce qu'aujourd'hui, un commerçant, un artisan, un agriculteur, un entrepreneur ne touche pas le chômage. Or, ce n'est plus un risque individuel sur lequel on peut se couvrir individuellement. C'est devenu un risque économique et social qui est lié aux perturbations de l'économie et on ne le prend pas en compte. Puis la deuxième chose, c'est que ça pèse sur le travail. Parce que c'est financé par les cotisations. Et c'est pour ça que je propose de supprimer les cotisations sociales salariales qui le financent pour le transférer vers la CSG, ce qui constituera un gain de pouvoir d'achat pour l'ensemble des travailleurs, quel que soit leur statut. Et c'est d'ailleurs exactement ce qu'on a progressivement fait en 20 ans sur la maladie. Et donc c'est parce que je transforme notre chômage en une prestation universelle comme la maladie que je propose en même temps de mieux le contrôler. Et donc oui, tout le monde y a droit, y compris quelqu'un qui voudrait tous les 5 ans démissionner, mais en même temps, j'équilibre le système en ayant un vrai contrôle, c'est-à-dire en faisant que, au bout de 2 offres décentes d'emploi, vous ne pouvez pas refuser, sinon vous perdez le chômage. Mais il y a un point important, c'est que Quand la droite proposait ce système-là, ça faisait hurler quand même. Mais moi, ça m'a jamais fait hurler, vous savez, mais je n'ai jamais été dans le réflexe pavlovien. Mais il faut le faire. Mais pourquoi les gens qui le proposaient à une époque étaient faibles sur leur base? Parce que c'était une assurance. Et les gens venaient leur dire, moi, j'ai cotisé pour avoir droit au chômage. Vous n'avez pas à venir me contrôler. Là, je dis, c'est payé par l'impôt. Donc je suis légitime à contrôler puisque c'est tout le monde qui paye. Mais cette réforme, elle sort de 2 hypocrisies. La première, c'est que quand je dis quelqu'un qui démissionne tous les 5 ans doit pouvoir y avoir droit, c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a cette fameuse rupture conventionnelle. Droit avec une limitation quand même. Avec une limitation qui existe. Vous n'y touchez pas Non, avec la limitation qui existe. Mais parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a eu des abus sur la rupture conventionnelle. Mais la rupture conventionnelle, c'est la moitié des ruptures individuelles. Donc les gens vont toucher le chômage alors que c'est une démission déguisée. Donc de toute façon, le système est contourné. Et quand vous n'obtenez pas
Parlons très concrètement. Nos concitoyens qui nous écoutent le savent très bien. Quand celui qui veut démissionner n'obtient pas la rupture conventionnelle, qu'est-ce qu'il fait? Il dit: t'es pas d'accord? Très bien, je vais me mettre en maladie. Et puis il finit par se faire licencier et il va au prud'homme. C'est une source de contentieux infini. Et vous gardez quand même la mesure de la rupture conventionnelle, vous la gardez? Je garde la rupture conventionnelle parce que c'est un élément de flexibilité. Je sécurise la rupture individuelle en allant au bout de la réforme des prud'hommes que j'ai commencé à porter. Parce que parfois, ceux qui se disent comme les grands tartarins de Tarascon de la réforme du droit du travail, qui n'ont jamais rien fait quand ils ont été aux manettes, n'ont pas touché aux prud'hommes. Quand j'ai été ministre, j'ai réformé les prud'hommes. Je souhaite aller au bout de cela en mettant le plafond. Oui, alors c'est ça que je voulais vous poser comme question. Vous voulez plafonner les indemnités prud'homales? Je veux, oui, exactement. Oui. Est-ce que c'est pas une manière de... Vous dites que vous voulez protéger les salariés. Est-ce que ce genre de mesure les protège, justement? Oui, parce que je vais vous dire, aujourd'hui, c'est l'incertitude qui est leur ennemi. Aujourd'hui, quel est le problème des prud'hommes? Il y a énormément de volatilité, de différences selon les régions, les ressorts territoriaux, pour une même situation. C'est d'ailleurs corrigé ensuite en appel ou en cassation. Et donc, ce que je propose, c'est au vu des peines prononcées, pour un licenciement, justement, sans cause réelle et sérieuse, hormis la discrimination, hormis le licenciement abusif, eh bien qu'on ait un référentiel des peines observées et qu'on définisse un plancher et un plafond. Et ce sera beaucoup plus visible pour tout le monde, beaucoup plus simple. Ça conduira d'ailleurs les gens à faire quoi? À négocier, à concilier dès le début ce qu'on ne fait pas suffisamment aujourd'hui. Et donc c'est bon pour les salariés qui parfois croient qu'ils vont toucher des sommes mirifiques et découvrent des mois après que ce n'est pas le cas. Et c'est très bon pour l'embauche parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de petits patrons qui disent « moi j'embauche pas, j'ai déjà eu un prud'homme, c'est infernal, ça dure des mois, j'ai été pénalisé, j'ai eu des dommages à 500 000 €, ça a été corrigé que X années plus tard ». Il faut simplifier tout ça. C'est Emmanuel Macron, candidat à l'élection présidentielle, qui est notre invité ce matin sur Public Sénat, Sud Radio, avec la presse quotidienne régionale. On aborde maintenant les questions régaliennes. Emmanuel Macron, la défense, la sécurité, le terrorisme et la justice. Hervé Favre de La Voix du Nord. Oui, Emmanuel Macron, si vous êtes élu président, vous allez hériter d'une situation inquiétante. Le terrorisme, la menace pèse toujours. On a vu la Suède attaquer la semaine dernière alors qu'elle n'est pas un pays, a priori, en première ligne et elle n'appartient pas à la coalition contre Daesh. Depuis 2015, on vit sous l'état d'urgence, 10 000 militaires dans les rues avec l'opération Sentinelle. Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus, finalement, pour protéger le pays par rapport à ce qu'a fait François Hollande depuis 5 ans? D'abord, là aussi, vous avez raison de dire, il ne faut pas tomber dans la démagogie. Ce qui a été fait a été solidement fait. Les avancées législatives sont au rendez-vous. Les embauches dans le secteur, en particulier de la police et de la gendarmerie, ont repris suite aux attentats de 2015. Et donc, il y a un élément de continuité à avoir. Et il ne faut pas être toujours dans le yo-yo. Mais que peut-on faire de plus? Ce qu'il faut faire de plus, c'est d'abord consolider nos forces de police et de gendarmerie. 10 000 embauches sur le quinquennat à venir si je suis élu, pour aller justement au bout du travail qui a été commencé, à la fois en déploiement sur le terrain et dans la police de sécurité quotidienne que je souhaite aussi créer au plus près du terrain. Ensuite, il y a un élément sur lequel on doit aller plus loin, c'est le renseignement. Là, la réforme de 2008 a été une profonde erreur, parce qu'elle a détricoté le renseignement territorial. Or, aujourd'hui, pour comprendre ce qui se passe sur le terrain, la nature du terrorisme tel qu'il se fait, on a besoin d'avoir une vraie capillarité et une présence sur le terrain. La réforme de 2013-2014 la recrée, mais encore insuffisamment. Donc je propose d'aller plus loin, y mettre des moyens, parce qu'on a besoin de cela. Ensuite, en matière de renseignement, on a besoin d'une plus grande coordination. Aujourd'hui, notre renseignement, il est encore très séparé entre la police, la gendarmerie, la préfecture de police, avec des informations qui ne sont pas toujours parfaitement échangées. C'est pour ça que je propose de renforcer cette coordination avec une cellule en charge de cela, et en particulier une task force anti-Daesh qui rapporte directement au président de la République et qui soit en appui aux travaux du Conseil de défense. Et vous voulez vous attaquer aussi, si j'ai bien compris, à la diffusion des idées djihadistes sur Internet. Alors, vous estimez que les grands opérateurs d'Internet ne font pas assez. Eux disent qu'ils font déjà quelque chose, qu'ils interviennent régulièrement quand il y a des signalements. Est-ce qu'on peut... La loi de 2014 impose à ces grands groupes d'Internet de coopérer justement avec les États. Ils commencent à le faire. Et même Twitter a supprimé un certain nombre de comptes. Donc, ils commencent à le faire, mais ils ne vont pas assez loin. Là-dessus, des avancées ont été faites, je ne les nie pas du tout. On ne pourra pas faire beaucoup plus en franco-français. Je l'ai rappelé hier lorsque j'ai présenté ma stratégie de lutte contre le terrorisme. Par contre, on peut et on doit faire plus en européen et même en occidental. Et donc mon souhait, c'est en effet d'engager dès l'été, au sein du Conseil de l'Union européenne, mais également
au G7 et à l'OTAN une vraie discussion pour qu'on aille plus loin. Parce qu'aujourd'hui, on ne s'est pas donné tous les moyens pour jusqu'au bout. Et rappelez-vous, Bernard Cazeneuve, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, d'ailleurs, avait fait plusieurs démarches à leur endroit qui avaient conduit à certaines facilités, mais qui n'avaient pas permis d'aller au bout de ce qui était recherché. On a besoin là-dessus d'une vraie initiative internationale pour en effet aller au bout. Et ça va avec la démarche de renseignement que je souhaite là-dessus renforcer et intensifier. Puis il y a un dernier point qui est sur le cyber. Parce qu'aujourd'hui, on voit tout ça, ça relève du cyber-risque. Et au-delà, en effet, des éléments de chiffrement ou de la coopération de certains grands sites Internet, la lutte contre le cyber, c'est aussi un investissement à la fois en sécurité intérieure et extérieure que je souhaite renforcer. Lorsqu'on vous avait reçu dans Territoire d'Info un peu avant Noël, Emmanuel Macron, vous arriviez de Washington. Vous avez été prendre des informations, échanger avec les Américains là-dessus. Vous veniez de rencontrer les gens de l'administration Trump. J'avais rencontré à ce moment-là, non pas vraiment l'administration, mais l'équipe de transition, puisque le président américain nouvellement élu n'était pas encore installé. Je n'ai pas eu d'échange officiel avec les équipes en charge sur ce sujet à ce stade. J'en ai eu en particulier avec les Allemands qui partagent cette volonté d'aller plus loin. Dès l'été, si vous êtes élu, vous devrez prendre une décision quant à l'état d'urgence. Qu'est-ce que vous comptez faire ? Aujourd'hui, compte tenu des informations dont je dispose, qui sont les mêmes que vous, il est hors de question de le lever. Et donc je demanderai aux services compétents de pouvoir me faire un point cohérent en la matière dès le premier conseil de défense que je réunirai si je suis élu. Il faut pour cela d'abord avoir une juste perception de la menace, de la nature des risques qu'encourt notre population, mais également des pratiques que permet seul l'état d'urgence et qui sont nécessaires pour lutter. La question, c'est qu'on est en état d'urgence depuis longtemps maintenant. Est-ce qu'il est efficace quand il est prolongé ad vitam aeternam ? Écoutez, tant qu'il y a une menace dont la nature justifie d'avoir recours à des procédures, par exemple, de perquisitions administratives qui ne sont pas possibles lors d'état d'urgence, il est évident qu'il faut le maintenir. S'il est avéré que ce n'est pas le cas, il faut en sortir en expliquant pourquoi, en expliquant les moyens pérennes qu'on met en place. Et là-dessus, je serai clair, beaucoup des lois récentes ont permis de répondre hors d'état d'urgence à une menace terroriste. Il y a encore un ou deux éléments que je souhaiterais compléter, je l'ai dit, en particulier les éléments de démantèlement des associations prônant un communautarisme radical ou ne respectant pas les lois de la République, qui sont difficiles à démanteler hors d'état d'urgence. Donc je souhaite là-dessus qu'on aille un peu plus loin. Mais c'est surtout la perception, la juste appréhension et l'analyse du risque et des moyens que seul donne l'état d'urgence qui permet de répondre à votre question. Il n'y a pas de réponse théorique, il y a une réponse pragmatique au moment où l'information est donnée. Sur le plan de la sécurité intérieure, il y a aussi tout ce qui se passe dans les quartiers. Bon, à Lille, ville où j'habite, il y a eu 2 fusillades encore récemment entre bandes de dealers. Martine Aubry demande des renforts de police. Vous prenez le retour de la police de proximité, vous l'appelez autrement. Est-ce que cette police serait suffisamment armée pour lutter contre des bandes qui aujourd'hui n'hésitent pas à s'attaquer violemment aux policiers ? On a vu des images de voitures incendiées avec des policiers à l'intérieur. Est-ce qu'une police de proximité est à la hauteur de ce problème ? Alors, d'abord, la police, elle a 3 missions principales. Il ne faut jamais les oublier. Le renseignement et le travail judiciaire, l'intervention et la sécurité publique. Et on confond trop souvent l'intervention et la sécurité publique. Quand il y a la nécessité sur un conflit chaud d'y aller, c'est de l'intervention. Et donc là-dessus, ça restera des pratiques d'intervention avec des brigades spécialisées, voire les CRS ou des équipes plus spécifiques. Par contre, on a un problème, c'est qu'on a délaissé la sécurité publique du quotidien. Mais est-ce que c'est pas la police municipale ? Mais pas seulement. Évidemment, la police de sécurité quotidienne que je compte créer, qui n'est pas exactement la police de proximité, elle devra travailler avec les polices municipales. C'est indispensable. Mais on doit redonner des moyens sur le terrain pour faire ce travail au quotidien. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire mettre plus de moyens. Ce sont les 10 000 embauches, une bonne partie sera mise sur ce sujet. C'est ensuite donner d'autres moyens d'intervention à cette police de sécurité quotidienne. Premièrement, elle va construire la solution de sécurité au contact du terrain et au niveau du quartier, avec les associations de quartier, avec les élus, pour rendre compte et répondre à la perception de sécurité. Parce que bien souvent, c'est vous qui savez si le problème se pose à la gare, si le soir vous avez des problèmes avec telle ou telle bande, et ça n'est pas une équipe éloignée du territoire avec une doctrine parfois un peu abstraite qui peut répondre à cela. Deuxième point, je lui donne un autre moyen qui est ce pouvoir d'amende. Aujourd'hui, sur la petite délinquance du quotidien, et les choses s'installent comme cela, eh bien, notre police, elle n'a pas de réponse immédiate. Elle fait des procédures lourdes, elle envoie devant le juge, ça dure longtemps,
c'est classé la plupart du temps sans suite pour les petits délits ou les infractions légères. Et donc, il y a une forme de sentiment d'impunité, aussi bien pour nos concitoyens que pour celles et ceux qui commettent cela. Zéro, que vous remettez dans votre programme, on l'a beaucoup entendu. Oui, mais on n'a pas donné les moyens. Et donc là, je donne à cette police de sécurité quotidienne ce pouvoir d'amende lorsqu'il y a un vol à l'étalage, lorsqu'il y a une violence du quotidien, pouvoir d'amende immédiat, comme on l'a fait pour la route. Ça a marché. Très vite, et un petit point là-dessus qui est très important, je leur donne aussi un pouvoir qu'ils n'ont pas aujourd'hui, qui est un pouvoir d'éloignement du territoire sous le contrôle du juge. On sait que ces 3 jeunes ou moins jeunes sont en train de polluer la vie du quartier. En 48 heures, on a la réponse du juge. On peut leur dire, vous n'avez plus le droit de zoner en bas de l'immeuble ou ici ou là. Oui, très vite. À propos des jeunes, justement, vous voulez instaurer un service militaire d'1 mois pour les jeunes. Est-ce que c'est pas 1 mois, c'est pas un gadget, ça ? Vous avez fait votre service militaire ? Non. Alors, c'est pas grave, moi non plus. Mais moi, je l'ai fait. Alors, vous vous rappelez des classes ? Moi aussi. Oui. Eh bien, c'est les classes. Donc, vous savez, pour les gens qui ont fait leur service militaire, leur contact avec la chose militaire, c'était généralement 1 mois. C'était pas un gadget. Après, le reste du temps, ils allaient dans des bureaux, ils retrouvaient des emplois qui avaient peu de choses à voir avec la chose militaire. Eh bien, c'est remettre les classes. C'est ce qu'on fait d'ailleurs pour certains réservistes. Ça dure à peu près autant de temps. Vous êtes trop jeune pour faire votre service militaire ? Exactement. Je suis la première génération dans ma promo qui ne l'a pas fait, voyez-vous. Merci. Emmanuel Macron, candidat à l'élection présidentielle, est notre invité ce matin sur Public Sénat, Sud Radio, avec la presse quotidienne régionale. On passe à la 3e partie de cette première partie d'émission. Quelle santé pour les Français ? Emmanuel Macron, c'est Nathalie Moret du groupe EMRA. Oui, d'abord, avant d'attaquer sur votre programme santé, une petite question. Est-ce que vous êtes en bonne santé ? Et est-ce que vous, président, vous ferez la transparence sur votre santé ? Je suis en bonne santé, ça n'est pas du bois, mais il faut toujours être prudent parce que la santé, c'est ce qu'on perçoit. Maintenant, les dernières analyses que j'ai faites sont bonnes et je pense que la transparence sur ce sujet doit continuer à être faite comme elle l'est aujourd'hui avec une communication régulière des bulletins de santé du président. Oui. D'accord, donc vous y engagez. Oui. Ensuite, on parle assez peu finalement de santé dans cette campagne électorale, mais l'une de vos promesses phares est de prendre en charge à 100% à la fois les prothèses auditives, les lunettes, les problèmes dentaires, etc. Comment allez-vous faire ? Et est-ce que ça veut dire que c'est une augmentation systématique des complémentaires santé ? Non. Justement, aujourd'hui, pourquoi le système fonctionne mal ? Parce que la sécurité couvre très peu, mais un petit peu ces prestations, parce que vous avez ensuite des mutuelles qui sont très différentes et qui régulent mal le secteur. Et donc vous avez des professionnels qui font plus ou moins payer la prothèse, qu'elle soit dentaire, qu'elle soit auditive ou visuelle. Vous avez une grande dispersion des prix, vous avez une grande dispersion des situations et vous avez un coût moyen qui est supérieur à beaucoup de pays voisins. Donc ce que je propose dès le début du quinquennat, c'est d'abord une concertation pour remettre tout le monde autour de la table et homogénéiser les pratiques. Je ne ferai pas cette réforme contre les professionnels, en particulier les professionnels de santé. Ils sont les premiers d'ailleurs à vouloir une réforme qui aille dans ce sens parce qu'ils considèrent qu'ils ne sont pas assez remboursés ou accompagnés sur les soins de prévention qui sont préférables et qu'au fond ils sont conduits du coup à aller plus vers les gros soins plus chers et qui sont mauvais pour tout le monde. Donc là-dessus, concertation, on va rééchelonner vraiment les remboursements pour inciter à plus de prévention, qu'il s'agisse du dentaire, de l'auditif ou du visuel, ce qu'on fait très mal en France, ce qui limitera le coût. Et ensuite, moi je veux qu'on aille vers des conventions type. On est 5 autour de la table, je pense que nous ne savons pas ce matin comparer nos mutuelles ou nos assurances complémentaires santé sur le dentaire, l'optique et l'auditif. C'est impossible, parce qu'il y a quasiment autant de contrats qu'il y a de compagnies. Et donc, vous pouvez me dire, moi, je suis très bien couvert, peut-être, mais vous allez peut-être, ça va vous coûter très cher. C'est souvent le cas. Et vous ne savez pas si vous êtes mieux couverte que moi. Et donc, c'est pour ça, je l'ai annoncé à la Fédération nationale de la mutualité française, pour aller dans ce sens, j'imposerai 3 contrats types. Un contrat faible couverture, moyenne couverture et haute couverture, qui devra être exactement similaire entre toutes les compagnies. Ce qui va créer plus de concurrence, réduire les frais, et là aussi me permettre d'aller dans la direction que je recherche. C'est forcément du long terme, ça, non ? Non, ça se fait en 5 ans si on s'y prend tout de suite. C'est pour ça que j'ai dit que c'est un objectif à la fin du quinquennat. Et puis enfin, tous les prothésistes et tous les professionnels s'inscriront du coup dans cette logique qui permettra de mettre tout le monde à égalité et de réduire les prix aberrants. Emmanuel Macron, il y a un problème qui intéresse tous nos territoires, c'est la désertification médicale. Les maires s'arrachent les cheveux pour faire venir des médecins dans leur commune, ils ouvrent des maisons et personne n'est candidat. Comment vous faites sans passer par des mesures plus coercitives ou des incitations financières à l'implantation dans ces zones rurales ? Je ne crois pas du tout aux mesures coercitives. J'y crois pas parce que c'est un choix de vie et parce que je sais trop bien comment fonctionnent nos médecins. Et après 10 ans d'études, dans une profession qui est très attachée à sa liberté,
C'est faux de dire on va vous obliger à passer 10 ans dans une région. Ça n'existe pas. Et c'est faux de dire on va régionaliser les examens nationaux classants comme le proposent d'autres. Rendu finalement après des études largement financées par l'État. Elles sont financées par l'État, mais déjà derrière, quand vous êtes externe puis interne, vous les rendez beaucoup par la sous-rémunération qu'ont les externes et les internes pendant leur garde. C'est ce que vous diront tous les professionnels. Et puis surtout, c'est un choix de vie. N'oubliez jamais aujourd'hui, quel est notre problème? On a un numerus clausus qu'il faut ouvrir, mais ça prendra 10 ans. Mais c'est surtout qu'on a 40% des médecins formés qui ne pratiquent plus. Et donc, si vous allez dans ces règles-là, vous en aurez de plus en plus qui ne pratiqueront plus, qui diront à ce tarif-là, je préfère faire autre chose. Pas de déconventionnement pour les médecins. J'y suis défavorable. Par contre, il faut une politique incitative avec deux choses. Un, c'est dans le plan d'investissement que je porte, une politique volontariste de l'État pour aider en infrastructure, c'est-à-dire aider à recycler les hôpitaux de proximité, travailler sur des plateaux techniques sur le terrain, en particulier dans la ruralité, pour créer ces maisons pluridisciplinaires de santé. C'est un vrai élément d'attractivité. Les jeunes professionnels de santé, ils veulent travailler en équipe avec des plateaux à la pointe de l'art. Et donc ça, c'est un investissement que l'État fera pour doubler le nombre de maisons de santé. Et les collectivités, elles, donc les mairies en particulier, mais aussi les départements, doivent être là pour inciter avec des bourses, avec une politique comme le font certains. Moi, j'ai été, par exemple, dans l'Allier il y a quelques semaines voir cela, avec une commune qui s'est formidablement engagée. Eh bien, la commune, elle doit réserver son argent non pas sur l'infrastructure et sur l'immobilier, mais pour avoir une bourse qui incite à s'installer, pour aider à trouver un emploi pour le conjoint, parce que c'est quand même bien souvent ça aussi le problème pour le médecin, et créer des solutions de terrain. Jean-Pierre Badi. Sur l'hôpital, qu'est-ce que vous faites? On voit que les hôpitaux sont en souffrance par manque de personnel, qui sont débordés, que ça présente des risques pour les patients. Qu'est-ce que vous faites sur l'hôpital? Premier point, je m'engage à ce qu'il n'y ait aucun effort sur la fonction publique hospitalière durant les 5 ans. C'est là où le plan que propose François Fillon est un plan mortifère pour l'hôpital. Pourquoi? Parce qu'on est déjà en manque dans certains hôpitaux, en particulier des petits hôpitaux. Moi, j'étais à l'hôpital de Nevers. Il manque des praticiens hospitaliers, des aides-soignantes, d'infirmières. Bilan des courses, c'est plus cher à la fin. Parce que comme on a un manque, on n'a pas un manque de patients, eh bien, on va recruter derrière des vacataires qui coûtent beaucoup plus cher à la journée. Deuxième chose, je réforme la gouvernance en donnant plus de place au personnel soignant, en particulier aux médecins, pour travailler les solutions, la réforme dans l'hôpital. Troisième chose, je sors de la tarification à l'activité. Elle ne sera qu'une composante de la rémunération de l'hôpital. Pourquoi ? Parce qu'on doit mieux rémunérer certaines missions de l'hôpital qui ne sont pas simplement des actes, mais des missions de service général. On doit inciter davantage l'hôpital à travailler avec la médecine libérale et le privé, en particulier sur ce qu'on appelle l'ambulatoire, parce que ça coûte beaucoup plus cher. Merci. Et puis enfin, je développe les maisons de suite, parce que ce qui coûte cher, c'est une fois qu'on a fait l'intervention, c'est qu'on ne peut pas sortir les gens de l'hôpital, parce qu'ils n'ont pas un environnement médicalisé chez eux, donc il faut développer des maisons de suite pour cela. Merci. Emmanuel Macron, le candidat à l'élection présidentielle, est notre invité ce matin dans Territoire d'Info. À l'initiative d'Emmanuel Kessler, Public Sénat est allé à la rencontre des citoyens. Et en les interrogeant d'ailleurs sur les initiatives qu'ils mettraient en exergue s'ils devenaient présidents eux-mêmes. Nous avons sélectionné 3 interventions, 3 thématiques, Emmanuel Macron: l'environnement, le territoire, le travail. Je vous demande d'en choisir une parmi les 3, puis de réagir à cette proposition. Alors laquelle? Alors, je pense que à la fois vos lecteurs et puis nos éditeurs, peut-être c'est territoires, ce qui les intéressera le plus. Alors on va écouter l'intervention sur les territoires. Bonjour, ma première réforme concrète et positive en tant que présidente serait de donner plus de pouvoir aux régions. Ça permettrait déjà d'accélérer les décisions, mais aussi de rapprocher les citoyens des décisions, donc de les impliquer davantage dans la vie politique pour une démocratie plus directe. Emmanuel Macron. J'y suis favorable. Oui. Je ne suis pas pour remettre sur le métier une grande réforme de toutes les compétences, mais je souhaite que dans le quinquennat à venir, on aille plus loin en termes de décentralisation. C'est-à-dire que là, il y a un travail qui a été fait entre collectivités territoriales, mais je suis girondin en la matière. Et donc à la fois dans la gestion des finances des collectivités locales, je veux un pacte sur 5 ans en leur donnant de la visibilité, en les responsabilisant, mais je pense qu'en effet sur beaucoup de sujets concrets, on doit pouvoir donner plus de pouvoir en particulier aux régions. On ne change pas la carte administrative ? Non, vous savez, on a beaucoup déstabilisé ces dernières années les choses. On ne bouge pas. En changeant les cartes. Je ne suis pas totalement favorable à la carte qui est aujourd'hui sur en pratique, mais je pense qu'on perdrait beaucoup d'énergie à la remettre sur le métier. Vous comprenez les Hauts-de-France. Je ne suis pas contre les Hauts-de-France. J'étais attaché à ma Picardie, cher ami. Oui, je sais. Et vous, à votre Nord-Pas-de-Calais, même si j'ai un peu un pied de chaque côté. Mais non, je pense que c'est ainsi. Par contre, donner plus de responsabilités
de responsabilités concrètes et aider au développement de solutions locales, c'est une bonne chose. Vous trouvez que c'est une bonne idée, une initiative pour que tout le monde puisse contribuer à vouloir poser question pour être président? Je pense que c'est une bonne idée, oui. Voilà, je vous donne très bonne idée. Non, c'est concret. Merci Emmanuel Macron. Merci Élection présidentielle, deuxième partie de cette émission dans un instant. On va regarder ensemble le zapping, le zappélisé de Christophe Combarieux. Et puis on retrouve Emmanuel Macron dans la deuxième partie de cette matinale d'info. À tout de suite. Tout le monde dit, maintenant, voilà, on est tous des candidats à la même chose, sauf que pendant des mois et des mois, on n'est pas traité du tout de la même manière, on n'est pas invité, on ne compte pas sur nous. C'est pas très fair-play de pas venir sur la photo. Mais qui c'est qui est fair-play là-dedans? Personne n'est fair-play. Je vous demande pas de m'aimer, je vous demande de me soutenir, parce qu'il va dans l'intérêt de la France. Il ne s'agit pas de choisir un copain, il s'agit de choisir un président. François Fillon, c'est quelqu'un qui, depuis plus de 30 ans, est dans la vie politique française, qui a multiplié les postes, qui a mis son énergie à durer plutôt qu'à faire. François Fillon devrait renoncer à l'élection présidentielle. Il est en train d'emmener la droite dans le mur de l'échec. Même M. Mélenchon le devance aujourd'hui. Ce n'est pas la première fois que nous sommes si nombreux, si enthousiastes, mais un enthousiasme nouveau attise dorénavant notre ferveur. Qu'on pense que c'est pas Mélenchon la solution en fait, c'est pas moi-je, c'est pas parce qu'on aura un super président. Mélenchon, c'est moi-je. Quand même un petit peu. Il est très critique sur l'Europe. Maintenant, il propose de sortir de l'OTAN, ce que je propose depuis 10 ans. Et puis, il agite la question de la paix. Il l'a fait à Marseille, c'est ce que je dis également. La différence entre M. Mélenchon et moi-même, c'est que lui, il est évidemment beaucoup plus connu, mais lui, il est coincé à gauche. Ces hommes politiques qui prétendent avoir le pouvoir, la réalité, c'est qu'ils sont des pantins au bout de ficelles qui sont actionnés justement par cette classe-là. Et c'est ce que Mélenchon occulte en permanence. C'est pas une campagne facile, je le reconnais, parce qu'il y a le bilan d'un quinquennat, parce qu'il y a... Qui vous plombe en l'occurrence en tant que candidat socialiste? Est-ce que c'est ça? Incontestablement, ça pèse. J'ai besoin de vous. C'est pour vous. Tous les autres, ils vont vous baiser. J'ai besoin de vous. Parce que sinon, c'est les autres couillons qui vont gagner. Ils vont vous baiser une fois de plus. Votre point faible pour cette fonction de président de la République? C'est la naïveté, je pense, parce que j'ai pu croire que François Hollande tiendrait sa promesse du Bourget. Marine Le Pen estime que la France n'a pas de responsabilité dans la rafle du Veldiv en 1942, alors qu'elle est reconnue depuis 1995. Le Front National est extrêmement mal placé pour parler de ces sujets, lui qui compte encore dans ses rangs beaucoup de nostalgiques du régime de Vichy. La vérité, c'est que le Veldiv a été un crime qui a été commis par l'État français. J'ai exprimé la position qui est celle du général de Gaulle, et celle de, d'ailleurs, François Mitterrand, et celle de tous les présidents qui se sont succédés jusqu'à Jacques Chirac et qui considèrent que la France était à Londres. Madame Le Pen essaie de faire un buzz là-dessus, sur des sujets qui sont extrêmement cruels. Donc moi, à mon avis, le mieux, c'est de ne pas trop en parler. Je ne sais pas si c'est calculé, mais en tout cas, là, si on doutait que Marine Le Pen est d'extrême droite, on ne peut plus en douter. Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Voilà, Emmanuel Macron est notre invité ce matin dans Territoire d'Info, donc sur Public Sénat, sur Sud Radio, avec la presse quotidienne régionale. Merci d'être avec nous, Emmanuel Macron, pour la deuxième partie de cette matinale d'info télé-radio. Pour vous interroger à mes côtés, Véronique Jacquet de Sud Radio, justement. Bonjour à Véronique. tous. Et Mickaël Zamès de Public Sénat. Bonjour, Mickaël. Bonjour. Je vous laisse, Mickaël, commencer. On commence avec les prisons. Oui, la grève des personnels pénitentiaires de Fleury-Mérogis. Le mouvement risque de s'étendre, en cause bien sûr la surpopulation carcérale. On en parle depuis des années, mais rien n'est fait. Si vous êtes élu président de la République, comment vous réglez le problème tout de suite, là, pour que le feu s'éteigne? Le feu, je ne prétends pas forcément l'éteindre en totalité. Il y a toujours en fin de mandat, en fin de quinquennat, des mouvements de ce type dans la pénitentiaire. C'était exactement la même chose au quinquennat précédent. L'erreur sans doute faite au début de ce quinquennat avait été d'abandonner totalement le plan qui avait été proposé en 2011-2012. Moi je l'ai dit, je serai dans un élément de continuité. D'ailleurs tous les candidats raisonnables proposent cela. Et donc la création de 15 000 postes de prison, ce qui a été proposé par le garde des Sceaux actuel, est une bonne chose. Il n'en voit pas les conséquences aujourd'hui par définition. Il faut 5 ans pour construire une prison. Il faut 5 ans. Je pense qu'on peut aller beaucoup plus rapidement si on allège justement les procédures, ce que je propose de faire. Mais donc, dès le début du quinquennat, la mise en œuvre de ces 15 000 places créées et
dans les moyens qui sont donnés justement à nos forces de l'ordre, des moyens qui seront disposés aux forces de l'ordre et à la justice, au monde pénitentiaire. Parce que c'est en effet un monde qui est sous pression et qui vit la pression carcérale, les conséquences de ce qu'aujourd'hui le monde carcéral et pénitentiaire subit. Il faut de la continuité sur tous ces sujets, ce dont la France a souffert ces 20 dernières années, pardon de l'anglicisme, mais c'est d'une politique de stop and go. Et là-dessus, c'est pas de gauche, c'est pas de droite, c'est pragmatique. Il y a une surpopulation carcérale depuis des années. Donc il faut y répondre par un investissement et des moyens, je le ferai. Emmanuel Macron. Michael Zames, Public Sénat. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que vous dites une chose et son contraire? Je vais prendre un exemple très précis. Vous avez parlé des ordonnances dans la première partie. Pour que les choses soient très claires, en 2016, dans Le Monde, vous dites que vous n'êtes pas pour les ordonnances, vous ne croyez pas aux 100 jours, très bien. Aujourd'hui, vous appliquerez des ordonnances. Mais comment vous croire? Mais parce que on a sorti complètement de son contexte que j'ai dit en 2016, qui était sur la loi travail. Donc c'est formidable. Mais en effet, quand on est en fin de quinquennat sans l'avoir expliqué, sans l'avoir porté dans une présidentielle et en débat, de dire on va y aller par ordonnance, c'est pas une bonne idée. Par contre, quand on est au moment d'une présidentielle, qu'on propose des idées depuis des mois, puisque cette réforme du droit du travail, je la porte depuis le mois de décembre dernier. Je l'explique dans tous mes meetings, dans tous les articles, dans tous les débats. J'explique aujourd'hui et je dis comment je vais faire. Je dis il y a une partie de mon programme, je le ferai dans des lois classiques. Une autre, la réforme du droit du travail qui vise à le déconcentrer en quelque sorte, à donner plus de place à l'accord d'entreprise, je la ferai par ordonnance. L'ordonnance, ça n'est pas contre la loi. L'ordonnance, c'est une technique qui a valeur, d'un texte qui a valeur de loi, mais qui permet d'aller plus vite. Pardon ? C'est mieux que le 49.3 ? Pas du tout, c'est très différent, ça permet d'accélérer les débats. Le 49.3, pour moi, il doit venir à la fin d'un débat, pas au début. C'est ce qui a été fait sur la loi que j'ai portée, ce qui a été fait des dizaines de fois par Michel Rocard. Mais là-dessus, on peut reprendre des déclarations, si on les sort de leur contexte, on a l'impression qu'on dit tout et n'importe quoi. Je le dis et je le redis, quand on dit clairement les choses dans une campagne, qu'on les porte, il faut être clair et assumer les choses. Mais vous entendez également François Fillon, d'autres candidats aussi, qui disent que vous n'avez pas l'expérience, que vous n'avez pas l'étoffe. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous leur répondez ? Mais de quelle étoffe parle-t-il ? Je sais ce qu'est le secteur privé, j'ai travaillé dans l'État comme fonctionnaire et j'ai été ministre. Je ne suis pas comme eux, en effet, quelqu'un qui depuis 30 ans est dans la parade. Si c'est ça, avoir l'étoffe, je ne ferai pas de mauvais jeu de mots. Oui. Enfin, en parlant d'étoffe, il y en a qui ont montré en effet leur capacité à faire. Au costume. Oui, enfin, l'étoffe c'est quoi ? Ce sont les pratiques. C'est les pratiques de ce monde politique qui depuis 30 ans est dans l'entre-soi et l'inefficacité. Je ne suis en effet pas là-dedans. Un mot quand même sur votre méthode, Emmanuel Macron. On vient de parler du fait que vous précéderiez par ordonnance, pour simplifier le code du travail. Sur un point. Oui, sur un point. Un point, mais c'est la loi El Khomri puissance 2 ou 3 avec le recours aux ordonnances. Est-ce que là-dessus, vous ne marchez pas sur les plates-bandes d'un François Fillon ? Est-ce que ce n'est pas la méthode d'un François Fillon ? Je ne sais pas, il a été 5 ans Premier ministre, il n'a rien fait sur le sujet. C'est peut-être la méthode du candidat, ça n'a pas été celle de l'homme. Non, mais vous savez c'est d'ailleurs le problème qu'il a en général. Non, mais vous savez que vous heurtez les électeurs de gauche avec cette façon de faire. Non, parce que je l'explique, je le porte, je dis il y aura une concertation sociale, express, en début de quinquennat, mais je pense qu'il faut être clair. C'est-à-dire il faut donner un cap, expliquer pourquoi on fait les choses et donner une méthode. Moi, je veux à la fois libérer et protéger. Je veux qu'on puisse donner de l'impulsion, simplifier les choses dans la vie économique et sociale. Et je considère qu'aujourd'hui, nos règles ne protègent pas vraiment les gens. Et de l'autre côté, créer des vrais droits qui protègent vraiment les salariés. Et donc, c'est très important. Une fois qu'on a expliqué ça, il faut se donner les moyens de le faire. Et donc, je dis, pour avoir des résultats, il faut aller vite. Et donc, dès le début du quinquennat, je fais passer la réforme sur le droit du travail. Mais en même temps, je donne le temps à la réforme fondamentale, très sensible pour les partenaires sociaux. Donc vous dites qu'il n'y aura pas de contestation comme on l'a vu avec la loi El Khomri. Il n'y en aura pas parce que c'est expliqué le problème de la loi El Khomri. Même si c'est une loi El Khomri puissance 5. Elle est arrivée en fin de quinquennat, elle est arrivée sans explication. Et elle est arrivée alors qu'elle n'était pas dans le débat de 2012. Là, les choses sont claires, je les porte. Et donc je dis, dans le souffle de la présidentielle, avec la légitimité, concertation et texte à valeur législative par ordonnance pour aller vite, et puis on prend le temps d'une concertation plus longue sur 2 autres réformes économiques et sociales qui sont la réforme de la formation professionnelle et de l'assurance chômage, où là je veux procéder par une vraie concertation et par une loi complète,
à l'automne-hiver. Et puis on prend le temps complètement sur la réforme des retraites, où là, on a une phase d'analyse et de concertation, et on a un travail législatif sur le premier semestre 2018. Le temps presse, on a pas mal de questions. C'est très important, il n'y a pas là-dessus de provocation, il n'y a pas de contradiction, il y a une méthode et un volontarisme. Ce qui a péché, non mais pour que vous compreniez bien, ce qui a péché durant les 5 dernières années, c'est l'absence de sens donné à l'action, et c'est l'absence de détermination dans les différents rythmes. Moi, je veux agir tout de suite et pas perdre 18 mois au début, et je veux donner le sens. Le sens général, c'est qu'on doit libérer et protéger. Et on fera les deux ensemble. Je voudrais vous entendre sur la dynamique Jean-Luc Mélenchon. Il y a même un jeu vidéo qui va sortir sur lui. Il y a même des meetings qui va multiplier par 10 sur les hologrammes. Le candidat de la modernité, c'est lui ? Moi, je respecte les techniques de chacun. C'est un côté en plus amusant et il ne faut pas, là-dessus, faire de Jean-Luc Mélenchon, là, on voit que vous restez sans voix, mais il a une dynamique, il est quand même à 18%. Je ne reste pas sans voix. Mais je ne vais pas attaquer ni les hologrammes, ni les jeux vidéo. C'est plutôt sympathique. Ce n'est pas l'idée que je me fais de la modernité. Après, quand je regarde le programme, il n'a rien à voir avec la modernité. Il parle de la paix. Mais enfin, j'entends les accents, et d'ailleurs, c'est assez cohérent. Réaliste ou non ? Des communistes. Il a exactement les mots que les communistes des années 50 avaient en politique internationale. Comment faites-vous si vous êtes au deuxième tour et qu'il est à 18%, vous allez quand même lui demander de vous soutenir? Alors vos programmes sont diamétralement opposés? Mais moi, chacun prendra ses responsabilités dans le champ républicain. Et moi, je ne demande rien à personne. Ils prendront tous et toutes leurs responsabilités. Et c'est le cas de chacune et chacun d'entre nous. Mais le programme qui est le sien n'est pas... Ça fera un d'attelage pour la gauche quand même. Mais attendez... Quelqu'un qui vous soutient n'est pas forcément quelqu'un qui rentre dans votre gouvernement. Jacques Chirac, lorsqu'il a été face à Monsieur Le Pen en 2002, a été soutenu par toute la gauche. Je ne crois pas qu'il soit rentré dans le gouvernement ou dans quelque attelage. Restons raisonnables. Bon. Donc là-dessus, la cohérence, elle est au cœur de l'offre politique qui est la mienne. Mais quand je regarde le programme, en effet, de Jean-Luc Mélenchon, il est irréaliste, voire dangereux sur le plan de la politique internationale. Il propose la paix. Enfin, c'est l'ordre mondial de Monsieur Poutine qu'il souhaite. Il propose la paix. Il propose de désarmer le pays face au risque terroriste. Enfin, la belle affaire. Je pense que les gens n'ont pas bien écouté ce qui était dit. C'est d'un irréalisme qui n'a rien d'angélique, qui pourrait s'avérer coupable. Quant au plan dangereux, vous le dites dangereux. Il est résolument dangereux, mais il est dans la tradition d'une gauche communiste qu'il représente. Et puis sur le plan économique et social, il est tout bonnement impraticable. Et en tout cas, il serait dramatique pour les classes moyennes et les classes laborieuses. C'est Emmanuel Macron, le candidat à l'élection présidentielle, qui est notre invité ce matin dans Territoire d'Info. Emmanuel Macron, Mediapart révèle que Pénélope Fillon aurait été rémunérée dès 1982 et non 1986, comme l'avait déclaré François Fillon jusque-là. Leurs avocats dénoncent des fuites à charge et une instrumentalisation. Est-ce que ce sont des épisodes qui ne s'arrêteront jamais? Est-ce que vous les déplorez, ces épisodes de campagne? Écoutez, vous savez, ce que je déplore, ce sont les faits. Ce que je déplore, c'est la chronique de tout cela. Ce que je déplore, c'est la théorie du complot pour la énième fois mise en avant. Donc tout ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce que ce qui intéresse nos concitoyens, ce sont leurs problèmes, ce dont on parle. Et je vous en remercie d'ailleurs depuis le début de notre discussion. Parce que vous savez, le jour d'après l'élection, les deux candidats qui sont face à la justice continueront à être face à la justice. Mais les Françaises et les Français seront eux face à leurs problèmes. Et l'anaphore du président exemplaire qu'on entend de la part de François Fillon depuis quelques jours? Mais écoutez, est-ce que ça trompe quelqu'un? Je sais pas. Mais ça trompe personne. François Fillon, il a perdu l'autorité morale qui lui permettrait d'être président de la République. Il est disqualifié sur... Alors que pensez-vous Il a perdu l'autorité morale. Est-ce que vous pensez une seconde que François Fillon, s'il était élu président de la République, pourrait regarder les Françaises et les Français dans les yeux en leur disant « je vais vous demander des efforts ». Est-ce que vous pensez une seule seconde qu'il pourrait... Non mais... Dans la situation où il est aujourd'hui, compte tenu des faits qu'il a lui-même reconnus, je ne parle même pas de la loi, je parle de l'autorité morale. Je ne me suis jamais, moi, prononcé sur les faits qui relèvent de la justice. J'ai toujours dit, et je l'ai redit d'ailleurs lors du débat à 11, moi je respecte la justice et j'ai désapprouvé les appels à la trêve et autres, mais je crois à la présomption d'innocence. Donc sur ce plan-là, moi je n'ai jamais commenté ce qui relève de la justice. Par contre, sur le plan moral, il l'a lui-même évoqué. Ce qui a été fait disqualifie son autorité morale. Et il l'a quasiment reconnu dans son dernier rassemblement, lorsqu'il dit à ses propres supporters « je ne vous demande pas de m'aimer ». Mais enfin, une élection présidentielle, on demande qu'il y ait quand même un entrain, on demande qu'on croie dans celui qu'on porte. Si le jour d'après, on a quelqu'un qu'on n'a pas aimé,
qui est disqualifié moralement, est-ce qu'on pense une seule seconde qu'il peut présider? Le président, il est garant des institutions. Le président, il est celui qui peut impulser une politique. Je vous le dis, il ne pourra pas, les yeux dans les yeux, dire au peuple français, je vous demande des efforts, je vous demande d'aller dans cette direction. Dans ce contexte, ceux qui ont voté Alain Juppé, ceux qui ont voté Nicolas Sarkozy, est-ce que vous les appelez ce matin, et ceux qui sont déçus par François Fillon et qui hésitent aujourd'hui, est-ce que vous les appelez à voter pour vous? Mais je les appelle en conscience depuis le début, comme j'appelle toutes les Françaises et tous les Français. Personne n'est propriétaire de ces votes ou de ces soutiens. Il reste 15 jours. Mais je le dis depuis le début et je leur redis, regardez les projets et les programmes. Qui est en proximité? Qui défend l'Europe? Qui défend la réforme économique, sociale, à la fois l'efficacité et l'esprit de justice? Qui défend l'éducation? C'est mon projet. Et donc, je crois qu'il s'y retrouve davantage que dans celui de François Fillon. Emmanuel Macron. Oui, mais de droite comme de gauche. Il faut quand même qu'on ait des éclaircissements sur Le Figaro qui publie un écrit signé de votre main que vous avez envoyé à François Fillon. C'était au moment du vote sur la déchéance de la nationalité. Vous étiez tous les deux contre ce vote. François Fillon vous demande si vous le rejoignez sur ses positions. Vous écrivez, en fait, j'y suis déjà, sans doute, voyons-nous. On en parle pas mal ce matin de ce petit manuscrit. Je vais vous dire 3 choses. Oui. La première, hier c'était un SMS, aujourd'hui c'est un mot. Donc je l'ai dit hier, je n'ai jamais échangé de SMS avec François Fillon, il avait menti. Mais là, il y a l'écrit. Deuxièmement... Vous ne pouvez pas contester cet écrit. Non, mais attendez. Deuxièmement, il dit qui il est, si besoin en était. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas grande valeur morale et pas grande éthique. Non, mais à l'époque, vous ne le saviez pas, vous avez demandé à le rencontrer. Non, attendez, je vais aller au bout et sur le fond. Mais là, je parle du procédé. Entre responsables politiques, si on se met à donner à la presse les mots qu'on échange, je vous laisse apprécier ce qu'il en est. Mais ça ne sert à rien que François Fillon ait été donné des leçons à François Hollande parce qu'il allait donner des mots à des journalistes. Vous voyez, il est bien pire que cela. Il a perdu tout repère, éthique, moraux, de comportement, tout repère. Et donc, François Fillon est un homme de peu de valeur. C'est la conclusion que j'en tire. Et enfin, sur le fond, de quoi s'agit-il? Il me dit, vous venez sur mes positions sur la déchéance de nationalité, c'est-à-dire qu'il était contre, et j'avais, rappelez-vous, annoncé que j'étais contre. Je lui confirme, et je lui dis, oui, j'y suis déjà. Je ne le rejoins pas, j'y suis déjà. J'étais contre la déchéance, et je lui propose qu'on se voit, et d'ailleurs nous en avons discuté, comme j'ai toujours discuté avec des responsables de gauche, de droite, de ces positions. Mais qui prouve son incohérence dans cette affaire? François Fillon, qui aujourd'hui défend la déchéance de nationalité dans son propre projet. Vous l'avez rencontré? Mais à l'époque, je l'ai rencontré plusieurs fois. Quand j'étais ministre, il était parlementaire. C'est lui qui a soutenu d'ailleurs la motion contre la loi qui était la mienne. Et nous avons à plusieurs reprises échangé de dossiers industriels et de sujets politiques. Jamais nous nous sommes rencontrés sur des positions. Il était déjà candidat, s'apprêtait à être candidat à la primaire de la droite. Je n'ai jamais eu cette perspective, ni de construire quelque chose avec lui. Mais j'ai toujours discuté avec les responsables politiques. Mais je le redis là, ce qu'il faut voir sur le fond de cette affaire, c'est l'incohérence profonde de sa position. Puisqu'il a utilisé ce mot pour dire que je n'étais pas constant. Mais la belle affaire, qui n'est pas constant? Le François Fillon qui, en février 2016, était contre la déchéance nationalité et qui, aujourd'hui, propose de l'appliquer dans son programme parce qu'il a rejoint la pire des droites, en quelque sorte. Moi, je suis constant, je suis contre, je pense que ça ne sert à rien. C'est Emmanuel Macron, le candidat à l'élection présidentielle. Vous l'avez compris, qui était notre invité ce matin. On va passer au débrief de vos propos. Vous restez avec nous en plateau. On accueille nos journalistes dans un instant. Et ça tombe bien, Emmanuel Macron, puisqu'on accueille Yves Tréhard, le directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Bonjour Yves. Bonjour Emmanuel Macron, bonjour Cyril. Bonjour Yves, et on accueille Denis Jambard, éditorialiste à Nice Matin. Bonjour Cyril, bonjour Emmanuel. Bonjour, bonjour Denis. Yves, bonjour à tous. Alors, lequel des deux veut commencer? Je veux bien commencer parce que Yves Tréhard. Je commence toujours le premier de toute façon. Je vous ai écouté longuement, et vous avez eu une formule il n'y a pas très longtemps, vous vouliez être un président jupitérien. Diantre. Et alors, en vous écoutant, je me disais, un président jupitérien qui parle de prothèses dentaires, est-ce qu'il n'y a pas là un décalage? C'est la foudre. Parce que je suis étonné de voir, et c'est pas uniquement votre cas, puisque vous y êtes poussé, vous y êtes contraint, on vous pose des questions là-dessus. On a parfois l'impression qu'on demande à un candidat à la présidence de la République de résoudre des problèmes de secrétaire d'État. Mais vous avez raison. Vous aurez noté que pendant des semaines et des mois, j'ai moi-même dit que le programme n'était pas le cœur d'une campagne. Simplement, votre corporation
je crois même votre journal chaque jour écrivait, il n'y a rien chez ce bonhomme, il n'a pas de programme, donc il faut un programme. Et donc pas de procès au Figaro. On ne peut pas être. Oh. Non, mais je le dis comme rien sur le journal. Votre corporation au sens large. Mais vous étiez en pointe. mais sur ce sujet, vous pouvez vouloir une pratique pour être président. Simplement, quand vous êtes candidat, vous ne pouvez pas jouer au président. Oui. Donc il faut être cohérent. C'est quoi un président jupitérien? C'est quoi un président jupitérien? Cela dit, c'est un sujet qui est très important et auquel moi j'attache beaucoup de sens, parce que je pense que c'est une partie du malheur démocratique dans lequel on vit. Je pense que depuis 10-15 ans, nous vivons dans un système où le président, par pratique politique et politico-médiatique, descend dans l'arène sur tous les sujets et sur le quotidien. Et si je suis élu président de la République, je n'entends plus parler de prothèse dentaire, pour reprendre votre expression. C'est ça votre 6e République à vous? Non, c'est pas la 6e, c'est la 5e dans ce qu'elle-a d'essentiel. Pourquoi jupitérien? Non, mais je crois que c'est une expression. Elle n'a jamais été expliquée. Je vais vous dire. Je suis pour articuler un peu mieux l'horizontalité et la verticalité. C'est-à-dire que sur certains sujets, le président de la République doit s'abstraire du quotidien, doit laisser son Premier ministre, son gouvernement faire, et donner à la fois un sens et trancher. Pourquoi? Parce que le président de la République, il est le garant des institutions. Et le garant des institutions ne peut pas être responsable de tout le temps. C'est la grande erreur d'avoir un président qui est tous les jours sur les chaînes d'information continue. C'est la grande erreur d'avoir un président qui va régler tous les micro-problèmes. Parce que si vous êtes responsable vous-même de tout, vous n'êtes plus le garant des institutions. Il prend la foudre. Moi, je veux simplement prolonger. Vous avez raison qu'il y a un paradoxe, parce que le candidat ne peut pas être jupitérien. Je vais prolonger la question d'Yves. Moi, je suis frappé dans cette campagne. On a l'impression que chaque émission, c'est un concours de l'ENA. Il faut répondre à tout, surtout en permanence, et ça ne vous concerne pas simplement, c'est tout le monde. Et du coup, on n'a pas la vision d'ensemble. Et moi, je me pose la question, qu'est-ce que c'est que la France? Que sera la France de 2022 après un quinquennat d'Emmanuel Macron? Je rappelle, vous avez fait l'ENA. J'ai fait l'ENA, moi j'en suis très heureux, parce que je rappelle Monsieur Macron répond à tout, on l'a encore entendu. Je rappelle, parce que la plupart des candidats. Il y a une grande chance, il en est sorti. Alors répondez à la question. Voilà. Et j'ai démissionné de la fonction publique, mais je rappelle que l'ENA. Non, mais quelle est la France, pardon? Quelle est la France en 2022? Je l'ai décrit. Quelle est votre vision de la France en 2022? Je l'ai décrit dans le livre que j'ai fait avant tout programme, qui était Révolution, qui donne à la fois la vision et la philosophie de ce que je porte. C'est une France que je voudrais réconcilier. C'est-à-dire que ça veut dire que sur les grands sujets aujourd'hui, la défiance s'est installée. Et donc c'est une France qui, quand on parle de ses institutions économiques, sociales, de ses règles, a vu la situation des uns et des autres se rapprocher, se clarifier. C'est-à-dire que je veux une France qui ne soit moins corporatiste et prise dans un système beaucoup plus transparent et de confiance recréée. C'est le sens de la réforme que je porte sur le chômage, sur la retraite, sur la fonction publique. Ensuite, je veux une économie qui soit plus tournée vers l'avenir, où on a moins peur du changement, précisément parce qu'il y a de nouvelles libertés et en même temps des protections individuelles. Une économie où on ne protège plus les emplois, quand bien même ce sont les emplois d'hier, mais plutôt les individus, et les protégeant en les formant. Et une société où on a remis au cœur du projet l'émancipation par l'apprentissage, l'école et la culture. C'est pour moi le cœur de la bataille, et c'est une bataille morale, parce que c'est celle qui redonne du sens et qui remet tout le monde dans un creuset un peu commun. Je pense que ce qui mine la France, c'est la défiance institutionnelle, économique, sociale, et de ce fait, ce qui l'affaiblit quand elle est touchée par des attaques extérieures. On est un territoire d'info, et justement, je voudrais vous poser une question sur le premier de ces territoires. Je crois que vous proposez la suppression des départements dans les zones urbaines. En cela, sans doute inspiré aussi un petit peu par Gérard Collomb, qui a bien réussi son affaire à Lyon. Est-ce que la première des réformes, somme toute, et on voit que la réforme territoriale qui a été faite par François Hollande, elle est assez imparfaite et incomplète, c'est pas justement de réformer la première des collectivités territoriales, c'est-à-dire l'État? De commencer par l'État. Que fait l'État? Qu'est-ce qu'il ne doit pas faire pour déléguer, puisque vous êtes girondin, si j'ai bien compris, pour déléguer aux régions, aux départements, aux collectivités inférieures? Alors, ce qu'a fait la Suède et le Canada, d'ailleurs. Et l'Angleterre. Ils ne l'ont pas tellement fait en décentralisant, ils l'ont fait en privatisant. Ouais. Donc, je pense que la plupart, sauf quelques exceptions, je l'ai dit tout à l'heure pour les régions, la plupart des décentralisations ont été faites. Il y en a encore un peu vers les régions. Le cœur, c'est en effet de revoir le fonctionnement de l'État, de le moderniser et parfois de se séparer de certaines missions. Et donc là-dessus, j'y suis prêt, c'est un peu le cœur du projet qui est le mien en termes d'économie et d'investissement. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on gère l'État
avec énormément de myopie. Et donc sans en changer jamais les paramètres. Que ce soit d'ailleurs de gauche et de droite. C'est pour ça que moi j'essaie dans le projet que je propose de m'affranchir de cette logique année par année pour dire on a besoin d'avoir une stratégie sur 5 ans et un vrai mécanisme de responsabilité. Ce qui rejoint d'ailleurs les équilibres institutionnels sur lesquels vous m'interpelliez. Ce n'est pas un président de la République qui fait une réforme de l'État efficace en France. Il en pose les bases et la vision. Il en donne les moyens et il demande à son Premier ministre et à ses ministres de les mettre en œuvre, mais en disant dès le début une chose, si vous ne le mettez pas en œuvre, j'en tire les conséquences. Et c'est pour ça que j'ai dit, je veux redonner du sens à la responsabilité ministérielle, avoir un plan quinquennal d'économie porté par chaque ministre, avec un plan d'investissement qui permet de le faire. Moi, je pense qu'il y a des pans entiers où l'État n'a plus à être opérateur lui-même. Il est élaboré, ce plan quinquennal, là, déjà? Il est, pour moi, élaboré. On ne le connaît pas. Si, il est dans mon projet. Simplement, je le déclinerai par portefeuille ministériel dans les 2 premiers mois pour que, à l'issue des législatives, chacun ait sa feuille de route. Mais ce qui est très important pour faire une telle réforme, ce qu'a fait d'ailleurs la Suède, c'est qu'il faut avoir une politique à la fois d'économie et d'investissement. Un exemple très simple pour que ce soit clair, c'est que si vous n'investissez pas, par exemple, dans les systèmes d'information, dans la numérisation de votre administration, qui vous permet ensuite de déléguer énormément de choses, vous restez aux mêmes équilibres. Et donc, vous êtes totalement paralysé par le Emmanuel Macron. Bernard-Henri Lévy vous a apporté son soutien. Il a dit de vous que vous êtes un mi-Kennedy, mi-Alcibiade. Est-ce que c'est pas un peu encombrant comme soutien? Pardon, Alcibiade, il a été dans tous les camps, vous le savez. C'est oui. ça qu'il veut dire aussi. Il parle de retour du romanesque en politique. Réponse. Oui, il parle du retour du romanesque en politique. Il était sur un Alcibiade qui était un peu moins pervers que le vôtre. Écoutez, il a fini comme ça. Écoutez, sur ce sujet, moi je le prends avec beaucoup d'honneur, comme tous les soutiens qui me sont faits. J'ai de l'estime pour Bernard-Henri Lévy, pour ses positions et sa vision des choses. Et après, c'est la même question qu'on me pose à chaque fois. Dès que quelqu'un me soutient, on dit que c'est pas encombrant. Enfin, moi j'aspire à être soutenu par une majorité de Français. Comme disait, je crois que c'était François Mitterrand qui avait cette formule, je ne trie pas les bulletins de vote. Donc je me félicite qu'il y ait des soutiens parce que j'ai chaque jour aussi beaucoup d'attaques. Donc voilà, c'est la vie démocratique, mais je cherche surtout le soutien de chacun de nos concitoyens. Je cherche à essayer de convaincre sur un projet, et sur ce que vous avez très bien dit l'un et l'autre d'ailleurs, c'est-à-dire la vision. Ce qui est très important, c'est qu'on revienne dans ces 12 derniers jours sur quelle vision, quelle projection du pays on a. Parce qu'on a besoin d'expliquer à nos concitoyens où on emmène le pays à 5 ans. Merci infiniment d'avoir été l'invité de Territoire d'Info ce matin sur Public Sénat Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. On remercie Mickaël Bourguignon de la Dépêche Interactive d'avoir diffusé en live, en direct, cette émission sur le site de la Dépêche, et José Biosca qui dirige la rédaction de ce journal. Vous serez d'ailleurs, je crois, à Toulouse jeudi. Exactement, jeudi matin. Voilà, chez eux. Merci à vous, Emmanuel Macron. Passe au zapping, le premier zapping politique des matinales d'info qu'on regarde ensemble. Il est très bon, vous le savez. Tout le monde dit maintenant voilà, on est tous des candidats à la même chose, sauf que pendant des mois et des mois, on n'est pas traité du tout de la même manière, on n'est pas invité, on compte pas sur nous. C'est pas très fair-play de pas venir sur la photo. Mais qui c'est qui est fair-play là-dedans? Personne n'est fair-play. Je vous demande pas de m'aimer, je vous demande de me soutenir, parce qu'il va dans l'intérêt de la France. Il ne s'agit pas de choisir un copain, il s'agit de choisir un président. François Fillon, c'est quelqu'un qui, depuis plus de 30 ans, est dans la vie politique française, qui a multiplié les postes, qui a mis son énergie à durer plutôt qu'à faire. François Fillon devrait renoncer à l'élection présidentielle. Il est en train d'emmener la droite dans le mur de l'échec. Même M. Mélenchon le devance aujourd'hui. Ce n'est pas la première fois que nous sommes si nombreux, si enthousiastes, mais un enthousiasme nouveau attise dorénavant notre ferveur. Qu'on pense que c'est pas Mélenchon la solution en fait, c'est pas moi-je, c'est pas parce qu'on aura un super président. C'est moi-je Mélenchon, c'est moi-je. Quand même un petit peu. Il est très critique sur l'Europe. Maintenant, il propose de sortir de l'OTAN, ce que je propose depuis 10 ans. Et puis, il agite la question de la paix. Il l'a fait à Marseille, c'est ce que je dis également. La différence entre M. Mélenchon et moi-même, c'est que lui, il est évidemment beaucoup plus connu, mais lui, il est coincé à gauche. Ces hommes politiques qui prétendent avoir le pouvoir, la réalité, c'est qu'ils sont
des pantins au bout de ficelles qui sont actionnés justement par cette classe-là. Et c'est ce que Mélenchon occulte en permanence. C'est pas une campagne facile, je le reconnais, parce qu'il y a le bilan d'un quinquennat, parce qu'il y a... Qui vous plombe en l'occurrence en tant que candidat socialiste? Incontestablement, ça pèse. J'ai besoin de vous. C'est pour vous Tous les autres, ils vont vous baiser. J'ai besoin de vous. Parce que c'est là, c'est les autres couillons qui vont gagner. Ils vont vous baiser une fois de plus. Votre point faible pour cette fonction de président de la République? C'est la naïveté, je pense, parce que j'ai pu croire que François Hollande tiendrait sa promesse du Bourget. Marine Le Pen estime que la France n'a pas de responsabilité dans la rafle du Veldiv en 1942, alors qu'elle est reconnue depuis 1995. Le Front National est extrêmement mal placé pour parler de ces sujets, lui qui compte encore dans ses rangs beaucoup de nostalgiques du régime de Vichy. La vérité, c'est que le Veldiv a été un crime qui a été commis par l'État français. J'ai exprimé la position qui est celle du général de Gaulle, et celle de, d'ailleurs, François Mitterrand, et celle de tous les présidents qui se sont succédés jusqu'à Jacques Chirac et qui considèrent que la France était à Londres. Madame Le Pen essaie de faire un buzz là-dessus, sur des sujets qui sont extrêmement cruels. Donc moi, à mon avis, le mieux, c'est de ne pas trop en parler. Je ne sais pas si c'est calculé, mais en tout cas, là, si on doutait que Marine Le Pen est d'extrême droite, on ne peut plus en douter.